priorité également à nos équipes qui sont sur le terrain. On va retourner du côté de Tel Aviv, retrouver Régine Delfour et Sacha Robin. Bonsoir Régine, il me semble, et on m'indique que vous êtes dans un abri. Au moment où on se parle, les choses ont bougé entre cette situation plutôt calme que vous nous décriviez, et puis là, il y a eu une alerte, visiblement. Racontez-nous. Oui, absolument. Alors j'espère que la liaison va passer parce qu'on est dans un abri, on est au sous-sol. Et je vous le disais tout à l'heure, on avait peur, enfin on s'attendait donc à ces alertes puisque c'est le repas de Shabbat, c'est Shabbat qui commence. Et on savait que... Ah, on a un petit problème de liaison évidemment avec Régine Delfour, et vous le comprenez aisément puisqu'elle est dans un abri en compagnie de Sacha Robin. On verra si la connexion refonctionne dans le courant de cette émission. Alain Destex. Non, mais moi j'ai aussi des contacts quotidiens avec des personnes qui sont à Tel Aviv et c'est terrible évidemment depuis. Alors attendez, je vous interromps. Allez-y. Évidemment, on a récupéré Régine Delfour Oui. avec Sacha Robin à l'intérieur d'un abri. Régine, on vous entend, ça y est. Oui, alors on va pas bouger pour éviter que ça décroche. Donc on vous disait qu'on imaginait qu'on allait avoir des alertes puisque c'est le repas de Shabbat, c'est Shabbat qui commence. Alors là, il y a tous les voisins. Il faut savoir que dans cet hôtel, tout autour, c'est un quartier résidentiel. Il y a des gens qui n'ont pas d'abri, donc ils viennent spontanément dans cet abri de l'hôtel. On est au sous-sol, donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes de réseau. Il y a beaucoup de monde. On ne peut pas vous montrer parce qu'on risque de perdre la connexion. Et on espère évidemment, Thierry, que ce sera la dernière alerte de cette soirée. Et je vous le souhaite évidemment, et merci pour ce témoignage avec Sacha Robin. Régine Delfour depuis un abri à Tel Aviv. Pardonnez-moi, Alain Destex. Non, mais écoutez, priorité évidemment aux personnes sur le terrain, c'est tout à fait normal. Il ne faut jamais oublier que le but de l'Iran, c'est la destruction d'Israël. Et ça fait 20 ans que cette épée de Damoclès pèse sur le peuple juif. Donc aujourd'hui, Israël est parfaitement légitime dans cette intervention. Et c'est vrai que c'est dur pour les populations. Ça fait maintenant pratiquement une semaine qu'ils sont toutes les nuits et tous les jours dans les abris. Le peuple israélien est extrêmement résilient. Et moi, les contacts quotidiens que j'ai avec des amis là-bas, c'est que c'est très dur. Mais en même temps, il y a vraiment cette détermination d'en finir avec l'Iran et de gagner cette guerre. Et je crois que Netanyahou, qui, comme vous le savez, est un homme politique toujours controversé, aujourd'hui, le peuple israélien est derrière lui et soutient largement son action et celui de son armée. Louis de Ragnel. Oui, non, ce que vous dites est tout à fait juste. Ensuite, il y a quand même des questions qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport à l'opération qui est en cours en Iran. Bien sûr. Puisque bombarder, faire des frappes, oui. Effectivement, ça peut être très efficace. Mais pour l'instant, en tout cas, le régime iranien, l'État iranien, continue de tenir des checkpoints dans la rue, tient. Il n'y a pas de mouvement de rébellion, il n'y a pas de soulèvement pour l'instant de la population en Iran. Et donc forcément se pose la question de la solution politique qu'il y a derrière. On va en parler. Et on voit bien qu'Israël a été beaucoup plus précis et plus clair que les Américains par rapport à ce qu'ils souhaiteraient. Eux, ce qu'ils souhaiteraient, c'est carrément la disparition des gardiens de la Révolution et, je pense, d'une certaine manière, l'avènement d'une démocratie dont la forme reste à déterminer. Et du côté des Américains, je pense que pour Donald Trump, la question est beaucoup moins précise parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été préservées des frappes américaines, des dignitaires du régime iranien. Est-ce que la volonté de Donald Trump, c'est éventuellement de mettre d'autres personnes à la place de l'équipe en place à la tête de l'Iran, avec des gens qui sont issus, pourquoi pas, des gardiens de la Révolution? Est-ce que Donald Trump, est-ce que les Américains ont envie de peser, de basculer plutôt vers une autre option politique, avec d'autres personnalités issues de l'opposition iranienne, ou issues carrément de la part de gens issus des personnes exilées, des réfugiés qui ont fui l'Iran depuis un certain nombre d'années? Voilà, tout ça reste à préciser, mais c'est vrai que le nom de Reza Pahlavi n'est pas le nom qui vient en premier lieu à... Donald Trump en a parlé. On a parlé en disant qu'il souhaitait plutôt quelqu'un issu de l'intérieur de l'Iran, mais il n'a pas non plus fermé la porte. C'est-à-dire que ça pourrait aussi être un choix par défaut. Voilà, moi j'en sais rien de ce qui va se passer. C'est intéressant hier, hein, vous étiez avec Laurence Paris, le témoignage de Reza Pahlavi qui a d'ailleurs répondu à Donald Trump. Ce qui est pas simple, c'est que la guerre, on n'est pas dans des jeux vidéo, c'est-à-dire que nous-mêmes on a des impatiences, on a envie que ça aille vite, mais ça peut pas aller plus vite entre guillemets que la musique. L'Iran, c'est un pays gigantesque, 92 millions d'habitants.
Mais de l'autre côté, c'est vrai que du coup, on aimerait quand même avoir une idée de projet politique, de solution, quel avenir pour l'Iran. Et c'est vrai qu'à ce stade, on n'en sait absolument rien. On va retrouver Pauline Trefzer et Stéphanie Rouquier. Bonsoir Pauline. Cela fait maintenant près de 15 jours que le détroit d'Ormuz donc, est bloqué, hein, on le sait, par le régime islamique. Les pétroliers sont la cible de l'Iran. Quelles sont les toutes dernières informations en votre possession ce soir, Pauline ? Oui Thierry, nous sommes à seulement quelques kilomètres du détroit d'Ormuz avec Stéphanie Rouquier. Et on l'a appris dans la journée, un pétrolier américain a été la cible de frappe du régime islamique iranien. Une frappe plus au nord du détroit, près des frontières avec le Koweït. Une nouvelle cible alors que le cours du pétrole est toujours très perturbé par ce conflit. Actuellement, il y a toujours près d'une centaine de navires et de pétroliers bloqués dans le détroit d'Ormuz. Pauline, vous êtes sur place. Quelle est l'atmosphère ? Est-ce que vous avez entendu des explosions ce soir ? Racontez-nous. Alors non, aujourd'hui à Oman, nous n'avons pas entendu d'explosion, mais la population et surtout les touristes restent très inquiets car nous sommes juste en face de l'Iran, en face du détroit d'Ormuz. Même si nous avons vu quelques personnes sur les plages, le gouvernement a donné des consignes de sécurité. Il faut éviter tout rassemblement et bien sûr, en cas d'alerte, se mettre à l'abri, Thierry. Merci beaucoup pour ce point très précis, Pauline Trefzer, en compagnie de Stéphanie Rouquier. Charles Millon, je me suis engagé à vous donner la parole, pardonnez-moi, mais priorité effectivement à nos équipes qui sont sur le terrain. Charles Millon. Oui, je voulais simplement dire qu'avant de se poser de savoir qui gouvernera l'Iran demain, il faut d'abord terminer la guerre, et bien la terminer. Parce que, en fait, la méthode qui va être utilisée pour établir des conditions de paix auront une influence énorme sur l'établissement d'un renouveau politique en Iran. Et c'est la raison pour laquelle je demande, moi, et aux chefs de gouvernement et aux responsables politiques de faire preuve, de prudence, et dans leur expression et dans leur exigence, parce qu'il y a une guerre en cours entre un État que tout le monde a considéré comme insupportable, qui sacrifiait sa population, qui instaurait un système politico-religieux insupportable, et qu'il faut aujourd'hui y mettre fin si on ne veut pas que cette région du monde continue à vivre soit dans la terreur, soit dans le déséquilibre politique et économique et social tel qu'on l'a vu depuis maintenant des dizaines d'années. Ça me paraît très important parce que chaque fois, on voit en fait apparaître cette question de la politique pour pouvoir essayer de diviser ceux qui aujourd'hui combattent. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'à un moment donné, il faudra se poser les problèmes suivants, le problème économique, le problème politique, le problème social, les problèmes ethniques, et de voir comment on va s'organiser, mais qu'à chaque jour suffit sa peine, et qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est de savoir comment on va arriver à une paix entre toutes les populations et tous les États de ce Moyen-Orient, car aujourd'hui, on sort d'une crise qui a été insupportable, et pour les Israéliens, et pour les Libanais, et pour les Syriens, et pour tous ces peuples qui ont été en fait la proie d'une idéologie religieuse et politique qui était insupportable. Louis de Ragnel et Alain Destec. J'entends ce que vous dites. Non, mais simplement, si Donald Trump décidait, pour plein de raisons, dans une semaine, d'arrêter et de se dire, bon, c'est aller trop loin, je vois que ça patine et ça va être compliqué. Et en politique intérieure, pour moi, c'est un choix difficile à assumer de prolonger cette guerre. À ce moment-là, il va être obligé de composer avec une équation politique qu'il n'a pas forcément choisie. Et c'est pour ça que je pense que l'idée de la solution politique doit être... Enfin, je pense que Donald Trump est imprégné de ça, parce qu'en fonction du dommage qu'il cause à l'Iran, dépendra la solution politique. Donc il a forcément ça en tête, il a forcément ça à l'esprit. Et je pense même que les chefs militaires ont ça à l'esprit, parce que de la solution politique découlera aussi la manière avec laquelle les États-Unis pourront sortir de ce théâtre.
Mais tout à fait, mais Charles Millon. je pense qu'il ne faut pas démobiliser ceux qui actuellement combattent et mènent le combat Oui. par des débats politiques qui sont peut-être utiles, mais pour le moment doivent être en retrait par rapport puisqu'on a une guerre qui maintenant est partagée par tout le monde, par toute l'opinion publique, grâce d'ailleurs aux chaînes de continu. Eh bien, on n'a pas le droit en fait de déstabiliser, parce qu'on arrive à déstabiliser par l'opinion, on arrive à déstabiliser et à engager des chemins qu'il ne faut pas utiliser. Alain Destex. Et ensuite, j'aimerais qu'on écoute Reza Pahlavi hier, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce qu'il a lancé un véritable défi à la France. Et je voudrais qu'on l'écoute et j'aimerais vous faire réagir. Alain Destex. Maintenant que la guerre a commencé, il n'y a pas d'autre option que la gagner. Si, par malheur, Donald Trump décidait de l'arrêter et de négocier avec ce régime, ce serait une défaite cuisante pour lui et pour Israël. Donc je crois que Donald Trump... Mais c'est quoi gagner la guerre? Gagner la guerre, c'est la chute du régime islamiste de Téhéran. C'est ça, gagner la guerre, c'est la chute du régime. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison de poser la question de l'après. Mais aujourd'hui, en revenir au stade de négociation, ça voudrait dire une défaite pour Israël, mais aussi pour les États-Unis. Et nous devrions clairement, comme je crois que vous le pensez aussi, choisir notre camp. C'est-à-dire, nous devons pas envoyer des militaires et des soldats, mais dire clairement, et moi je ne l'ai pas entendu dans la bouche du président Macron et des autres leaders européens, que nous sommes solidaires d'Israël et des États-Unis pour gagner cette guerre. Et à mon avis, pour la diplomatie européenne, c'est ça le point le plus important, mais on ne l'entend pas pour le moment. Général Éric Delapoille, vous souhaitez intervenir ? La vision que j'en ai en tant que militaire, avec mon épouse à Beyrouth, tous les matins, on se réveillait en disant « Nous ne sommes pas chez nous ». J'ai eu la chance de passer 3 ans dans l'armée canadienne, c'était pareil. Le matin, je me réveillais en me disant « Je ne suis pas chez moi ». Je pense que vous pouvez faire toutes les guerres que vous voulez au Liban, ils conduiront toujours de la même façon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des habitudes, il y a des volontés, on ne change pas un peuple comme ça parce qu'on a décidé de l'extérieur qu'il allait changer. Et donc je pense que ce que dit Louis, et je le partage, c'est quoi gagner la guerre dans ces circonstances sans laisser entre les mains d'un peuple souverain, même si il se prend des bombes toute la journée, la destinée de son avenir. On a quelques exemples qui sont plutôt mal passés, et c'est donc bien aux Iraniens de dessiner demain ceux qui vont devenir, et pas à nous sur un plateau de télévision. Alors justement, puisque pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Général, Reza Pahlavi, donc, qui était l'invité de Laurence Farah hier dans cette même émission. Il a lancé un petit défi à la France, et moins que l'on puisse dire. Vous avez participé à cette émission. Non, j'ai salué, mais il était seul avec Laurent. Voilà, oui, vous étiez juste à côté, quoi. Je vous ai vu avant, donc c'est pour ça. Je sais que vous l'avez suivi avec attention. Il a lancé un défi à la France. Soutient un régime religieux ou un peuple en quête de liberté. Point d'interrogation, un Iran libre, selon lui, est la clé pour la stabilité de la région et de l'Occident. Écoutez Reza Pahlavi qui répondait aux questions de ma consoeur Laurence Farah hier soir dans cette même émission. Le régime est extrêmement maintenant fragilisé. Cette frappe a été une intervention nécessaire pour équilibrer le terrain, pour que finalement la population puisse reprendre en charge leur destin. C'est une intervention absolument demandée et attendue de la part de mes compatriotes. On commence déjà à voir les défections se faire. Dans les rangs dans les partis, enfin des forces militaires ou paramilitaires du régime. Ce qui montre un peu le fait qu'ils sont en bonne connaissance que ça ne va plus tenir. Est-ce que c'est maintenant le moment de rejoindre la nation et de laisser ce navire couler complètement? Bon, le message est limpide, d'une limpidité absolue, Louis de Ragnel. Oui, non, mais on souhaite aux Iraniens, surtout de manière générale, de reprendre leur destin en main, d'avoir la possibilité de le faire. Et j'espère que cette opération leur permettra ça. Ensuite, moi je vois depuis une quinzaine d'années, quand on suit les conflits, il y a ce qu'on aimerait, et puis après, parfois il y a les aléas, il y a la réalité. Et ça, elle nous échappe souvent. Et moi, ce qui m'a toujours frappé depuis même 20 ans, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont planifiées avec une idée d'issue. Et parfois, il y a ce qu'on appelle les cas non conformes. Il se passe des choses qui n'ont pas été anticipées. Et puis parfois, comme l'opération dépend aussi beaucoup de la géopolitique et du contexte international, je prends une hypothèse. La Chine n'a pas encore réagi. Que se passe-t-il si la Chine réagit d'une manière ou d'une autre, sachant que la Chine est impactée, là pour le coup, de manière très concrète, par le fait que le détroit d'Ormuz est bloqué. Donc,
je vous dis ça, c'est une hypothèse qui pourrait faire changer l'issue qu'on souhaite tous à ce conflit. Mais donc, voilà, il faut faire attention et être prudent par rapport à ce qui devrait se passer selon nos souhaits et qui parfois ne se passe pas. On va reparler du détroit d'Ormuz. Nous y étions il y a quelques instants avec notre équipe, notamment avec Pauline Trefzer. Je ne sais pas si vous avez fait le plein d'essence, je ne sais pas si vous avez constaté une hausse. Je ne sais pas, petit tour de table, vous avez constaté une petite hausse en faisant et les uns et les autres? J'ai pas fait de plein, Vous n'avez désolé. pas fait de plein? Écoutez, Dimanche soir, mais non, il n'y a pas encore d'impact. Oui. Ça reste plus cher qu'au Liban. Ça reste plus cher qu'au Liban, nous dit le général Éric Delaprelle. Bon, on a pu constater quand même une certaine hausse. Les Français s'en rendent compte parce que ça, c'est un sujet très concernant, le prix de l'essence et du diesel qui continue d'augmenter. Et l'une des raisons, évidemment, c'est Augustin Donadieu qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Augustin. Et c'est l'arrêt du transit dans ce fameux détroit d'Ormuz. Alors, dites-nous quelle est précisément la situation aujourd'hui dans ce détroit. C'est important de faire un point très précis. Eh bien écoutez Thierry, je vous propose de regarder cette carte. C'est ce qui se passe très précisément en temps réel dans le détroit d'Ormuz. Là, plus particulièrement, vous allez le voir lorsqu'elle va s'afficher. C'est, là vous la voyez, tous ces petits points. Effectivement. Tous ces petits points, ces centaines de milliers de petits points autour du globe, ce sont des bateaux, des tankers, des porte-conteneurs, des bateaux de croisière, des bateaux de pêche. Ce sont des centaines de milliers de bateaux qui sont localisés en permanence grâce à leur balise AIS, un système automatique d'identification, une sorte de carte GPS d'identité d'un navire. Lorsque l'on s'approche de ce détroit d'Ormuz, on constate effectivement qu'il y a encore des bateaux. Il y a des bateaux effectivement autour du détroit d'Ormuz. Mais lorsque l'on zoome plus précisément au-dessus de ce détroit d'Ormuz, on se rend compte qu'il y a des centaines de bateaux bloqués en amont, des centaines de bateaux bloqués en aval, et entre les deux, il n'y a plus personne. On estime à 20 000 le nombre de marins qui sont bloqués sur leurs bateaux, 15 000 touristes bloqués dans leurs cabines de bateaux de croisière. C'est une Justement, en temps normal, ce fameux détroit, mon cher Augustin. Alors, en temps normal, ce détroit, il laisse passer un bateau quasiment toutes les 15 minutes, jusqu'à 120 bateaux par jour. Des bateaux qui sont vraiment à la file indienne, si je puis dire. Aujourd'hui, il n'en est rien. Il faut savoir qu'en temps normal, il y a jusqu'à 20 millions de barils de pétrole qui circulent dans ce détroit d'Ormuz, 55 000 à 80 000 conteneurs sur les porte-conteneurs. Et là, Thierry, on parle bien d'énormes bateaux, d'énormes navires. On ne parle pas de bateaux de 15, 20 ou 30 mètres. On parle de bateaux qui font plus de 300 mètres de long, qui ont 25 mètres de tirant d'eau. Et les mesures de ce détroit d'Ormuz sont assez particulières, puisque au moins large, ce détroit d'Ormuz mesure 39 km. Pour que vous ayez un ordre d'idée, entre la France et le Royaume-Uni, on a à peu près 33 km. Donc c'est vraiment tout proche. Les bateaux sont à portée de missiles iraniens. Et quelques bateaux arrivent néanmoins à franchir ce détroit, mais ils prennent des risques, ils prennent de sérieux risques, Augustin Donadieu. Oui, de sérieux risques, et surtout à quel prix. Il faut savoir que les assurances, elles restent disponibles pour les transporteurs, pour les bateaux qui souhaitent traverser cette zone, mais leur prix a augmenté de x12. Et oui, les assurances ont été multipliées par 12. Le prix est donc évidemment très dissuasif, à savoir que cette semaine, seulement 40 pétroliers ont traversé le détroit, loin des 120 bateaux habituels par jour. Merci pour ce point très précis, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, votre carte était magnifique, il y avait plein de petits points. Une mosaïque de petits points, et je le décris évidemment, sauf... et en temps réel. Et en temps réel, évidemment. Merci pour ce point très précis. Non, mais Alain Destex. Simplement, effectivement, l'économie va être une donnée fondamentale au fur et à mesure des prochaines semaines. Et là, on ne sait pas comment l'économie, les bourses, le cours de pétrole, du gaz vont évoluer. Et effectivement, si la guerre dure longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il risque d'y avoir un impact négatif très important sur l'économie mondiale, éventuellement sur l'économie américaine, et donc avec des conséquences politiques éventuellement dans la perspective des midterms. On peut par exemple imaginer, je parle sous réserve, mais que Poutine bénéficie de cette guerre, puisque les coûts... Alors il perd un allié avec l'Iran,
Mais d'un autre côté, si les cours du pétrole et du gaz s'envolent, il va en bénéficier dans sa guerre pour l'Ukraine. L'Europe va être dans une grande difficulté, puisqu'on a voulu se passer du gaz et du pétrole russe, et on a tout misé sur le gaz liquéfié qui vient du Qatar et des États-Unis. Donc du Qatar, ça semble bloqué pour le moment, et les États-Unis vont en profiter économiquement en nous vendant plus cher leur gaz liquéfié, même si ce sont pour beaucoup des contrats à long terme. Donc l'économie va être une donnée fondamentale dans les décisions que Donald Trump va devoir prendre.